Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus aujourd'hui pour écouter notre 43e édition de Café Histoire. Nous sommes ici pour écouter, bien sûr, Madame Annick de Pomarmont, qui va nous parler de Cazeneuve. Voyez-vous, à la cour de la reine Carnaval à 3, il y avait bien des visiteurs, il y avait des médecins, il y avait des physiciens, il y avait des naturalistes et il y avait aussi un magicien. Donc, Annick va vous présenter le magicien qui était dans la cour de Carnaval 3. Et je tiens quand même à préciser que nous sommes ici parce que le musée de la photographie s'est donné comme mission de partager l'histoire de Madagascar à travers les photographies qu'elle possède dans sa base de données et que cette histoire, c'est pour nous tous. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter donc Annick, historienne, que vous connaissez sans doute déjà à travers son ouvrage. Elle a écrit un coup de forme, le journal, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis aussi, elle a écrit la prédiction de René. Ce n'est pas la première fois qu'elle va présenter notre histoire aujourd'hui. Donc, bienvenue Annick, merci d'être venue. Et je te laisse tout de suite le micro. Et référence à toi, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors le personnage dont je vais vous parler aujourd'hui, Marius Cazeneuve, c'est loin d'être un personnage de premier plan dans l'histoire de Madagascar. C'est un magicien remarquable, c'est un aventurier, mais c'est surtout, enfin il va surtout être un témoin privilégié de la vie à la cour de Ranaval III pendant un moment, et il va nous en laisser un récit. Alors Marius Cazeneuve, il arrive à Madagascar en 1886. Et je voudrais, avant de vous parler de lui, je voudrais faire un petit rappel de la situation politique à Madagascar à ce moment-là. Celui qui détient le pouvoir, c'est le Premier ministre Raïm Layarivoun, que vous voyez ici. Alors, il détient le pouvoir depuis 1865. C'est un homme intelligent, rusé, méfiant. Il a épousé successivement les trois reines de Madagascar, enfin, trois reines de Madagascar, à savoir Rasuen, Ranaval II et Ranaval III. Il est marié avec elle depuis 3 ans. Alors, il s'est débrouillé pour tordre les branches de l'arbre généalogique royal, de manière à épouser la jeune et jolie princesse Razafine Raeti, qui montera sur le trône, qui est montée sur le trône en 1883 et qui a 25 ans en 1886. Il a 30 ans de plus qu'elle, donc il a 60 ans à cette époque-là et elle a 25 ans. Voilà. Depuis un bon moment déjà, les Français et les Anglais lorgne sur Madagascar et espère bien s'approprier l'île. Alors, Raïm Layarivoun, il déploie toute son énergie pour essayer de préserver l'indépendance de son pays. Toutefois, en 1883, c'est-à-dire juste au moment où la jeune reine monte sur le trône, la première guerre franco-malgache éclate. Tamatave est occupée par les Français, mais les Malgaches les empêchent d'entrer à l'intérieur du pays. En revanche, ils n'arrivent pas à les en faire sortir. Donc c'est une situation de blocage qui va durer pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, en 1885, c'est-à-dire très peu de temps avant que Marius Cazeneuve n'arrive, un traité va être signé entre les gouvernements français et le gouvernement malgache. Alors, dans ce traité, il va y avoir plusieurs clauses et il est prévu qu'un résident s'installe à Tananarive pour, d'une part, vérifier que les clauses du traité soient bien respectées et d'autre part, pour veiller à ce que les Français soient protégés. Et ce résident, ce sera Lemire de Villers. Le voici et nous allons le retrouver tout à l'heure. Alors, ce traité, il va bien entendu placer
les Français dans une situation de supériorité par rapport aux Anglais dans les relations avec les Malgaches. Mais il ne faut pas oublier que malgré tout, les Anglais sont très présents. Déjà parce que la plupart des personnages influents du royaume sont protestants, et pour eux, protestants égale anglais. Ensuite, parce que les Anglais, ils sont très présents dans l'éducation, ainsi que dans la formation militaire. Alors les Britanniques, ils espèrent non pas vraiment coloniser le pays, mais en tirer le maximum d'avantages. Alors c'est dans cette ambiance-là qu'arrive à Madagascar Marius Cazeneuve. Il a à ce moment-là 46 ans, tandis que la reine, je vous le rappelle, en a 25. Alors voilà deux portraits de Cazeneuve à des âges différents. Ah, je crois que le micro. Donc voilà Cazeneuve. Alors, qui est-il et comment arrive-t-il à Madagascar? Eh bien, il est originaire de Toulouse. Sans conteste, c'est un magicien remarquable. Et il a travaillé très jeune comme interprète dans un cirque. Ensuite, je pense que c'est là, et bien évidemment, qu'il a été attiré par la magie. Ensuite, il est devenu l'élève de Bosco, qui était un magicien remarquable et renommé. Il est passionné de mathématiques. Alors, il va inventer des calendriers. En voilà un calendrier perpétuel. Un autre juste après, qui est un calendrier musulman perpétuel. Il va inventer un lunomètre, un calculateur. Il est très très prolifique. Alors, il est doté également d'une mémoire impressionnante, ce qui va lui permettre de réussir des tours de cartes surprenants. Il se fait remarquer par des séances de magie qui laissent les spectateurs médusés. Alors, celle-ci, il prend un spectateur, il lui coupe le nez, le sang jaillit. Heureusement, il lui remet le nez en place peu de temps après. Ensuite, il se fait couper la tête et il tient sa tête à bout de bras. Voilà. Troisième exemple que je peux vous donner, il rase la barbe d'un malheureux qu'il a pris dans la foule. La barbe repousse instantanément 3 fois de suite. Voilà. Alors, bref, sa renommée grandit rapidement, bon, d'autant plus rapidement qu'il est particulièrement doué pour faire sa pub. Bon, aujourd'hui, je suis sûre qu'il serait sur tous les réseaux sociaux, il aurait des millions de vues. Bon, à l'époque, il se sert de tout ce qu'il peut, de tout ce qui existe à l'époque pour sa publicité. Et notamment, première chose, il fait éditer une biographie, une notice biographique insistant sur ses exploits, écrit par une certaine Félicie de Montauson. On va voir. En fait, Félicie de Montauson, ben, c'est lui, tout simplement. C'est lui qui a rédigé évidemment ce petit manuel. Il va également diffuser des quatrains qu'on aurait écrits à sa gloire. La plupart sont inventés, sauf l'un qui a vraiment été écrit par Victor Hugo. Il fait circuler des brochures. Il fait, alors des brochures, on va les voir. Voilà une des brochures, vous voyez, encyclopédiste scientifique. Hein, bon. Une autre brochure, là, il a lui-même esquissé un petit dessin qu'il a fait ensuite reprendre pour qu'on voit à quel point il est courageux et invincible. Suivante. Alors, le trismégiste, ce qui signifie 3 fois grand. Cazeneuve, voilà, champion, etc. Il sollicite la presse, je crois qu'il y en a un autre. Voilà, alors là il part en Turquie et il fait imprimer une affiche en 5 langues pour qu'il touche absolument toutes les populations qui se trouvent là-bas.
Alors il va se faire remarquer à Nice par l'aristocratie russe. Du coup, il va être invité à se produire devant le tsar en Russie. Alors je vais vous citer les pays dans lesquels il a voyagé. En Tunisie, en Espagne, en Grèce, en Égypte, en Turquie, en Italie, au Portugal, aux États-Unis. Il fait environ 4 fois le tour du monde. Il est souvent invité par des rois ou par des chefs d'État. En France, le premier empire, le second empire, pardon, en 1870 a été balayé et remplacé par la Troisième République. Et c'est devant le président McMahon de la Troisième République à l'Élysée qu'il va se produire. Alors il faut que je vous raconte un tour qu'il va effectuer en Tunisie, qui est intéressant. Donc il fait la connaissance, il est invité par le bey de Tunis. Et le bey de Tunis va se confier à lui. Il va lui dire que l'une des femmes de son harem refuse de se donner à lui d'une certaine manière, voilà, sur le plan érotique, ça ne va pas, il n'est vraiment pas content de cette femme. Alors que va faire Cazeneuve? Eh bien, il va la transformer en grenouille. Alors, l'histoire ne dit pas si il a relâché la grenouille dans une rivière ou si elle est redevenue femme, mais en tout cas, le bey de Tunis est absolument enchanté. Et comme il est ravi, il lui décerne le plus haut titre qui existe en Tunisie, qui est commandeur des croyants. Et ce titre, eh bien, il va beaucoup plaire à Cazeneuve. Donc désormais, il va se présenter sous il va se présenter ainsi, commandeur Cazeneuve. C'est pour ça que vous trouverez très souvent accolé à son nom la mention commandeur. Et en plus, il faut savoir que commandeur, en France, ça correspond au titre au grade le plus élevé des ordres nationaux et des ordres civils. Alors, tous les hauts personnages devant lesquels il s'est produit lui ont attribué des médailles, du moins il l'affirme. Alors, il s'en est peut-être attribué quelques-unes, mais il les exhibe fièrement, si bien que on va les voir toutes. Je vous lis d'abord ce que dit un homme qu'il a rencontré à Madagascar et qui s'en souvient et qui raconte une cinquantaine d'années plus tard, qui parle de lui une cinquantaine d'années plus tard. Il dit qu'il se souvenait très bien de son habit constellé de décorations, à tel point que comme il n'avait plus de place pour en mettre par devant, on s'attendait à lui en voir aussi dans le dos. Voilà. Alors, voilà la première, une autre. Il se fait peindre là avec toutes ces décorations, toutes ces médailles. Et enfin une troisième. Là, il se fait photographier en Turquie par le nommé Andriouménos, qui est un photographe connu, voilà, avec toutes ces médailles qui doivent peser bien lourd à mon avis. Mais voilà. Et il se fait également photographier ou peindre dans des... regardez, là, il se fait photographier... Enfin, là, c'est une sorte de peinture qui a été... j'ai l'impression qu'il y a eu un montage aussi, là. Voilà. Alors... c'est donc l'individu qui arrive à Madagascar en 1886. Alors, comment y arrive-t-il et pourquoi y arrive-t-il? Alors, c'est lui qui raconte. Il raconte qu'il est à La Réunion, il vient de donner les représentations et là, il se repose.
Et il entend parler de Madagascar, et il entend dire que les Anglais et les Français se disputent Madagascar, ce qui est vrai, et il décide d'aider son pays et de faire pencher la balance du côté de la France. Alors selon ses dires, l'argent n'est pas le moteur de sa démarche. Bon, moi j'en suis pas complètement persuadée, mais pourquoi pas. Il a certainement entendu parler... Ça va, il a certainement entendu parler de Robert Houdin, qu'on connaît sous le nom de Houdini, et qui avait été recruté par la France en 1856 la France lui avait demandé d'aller en Algérie afin de montrer aux Algériens que les magiciens français étaient supérieurs à leurs marabouts. Et la France avait rétribué Houdini. Donc il avait été envoyé de manière tout à fait officielle. Et je pense que c'est ça qui donne sans doute l'idée à Cazeneuve de proposer ses services. Alors il va écrire au résident français Joël de Savoureux qui se trouve en poste à Tamatave. Je pense il a un contact avec lui et il propose ses services. Donc du coup, Joël de Savoureux va écrire à Lemire de Villers qui va dire non, oui, pourquoi pas, qu'il vienne, mais la France ne va pas le rétribuer. Cela dit, Cazeneuve, il va faire payer ses séances et il va les faire payer fort cher. Alors, il va débarquer à Tamatave avec un matériel impressionnant, puisqu'il dit qu'il a recruté 60 porteurs, c'est son matériel de magicien, de prestidigitation, bien entendu. Donc, vous savez qu'à l'époque, évidemment, il y avait qu'un sentier entre Tamatave et Tananarive, donc on partait en filanzane et on prenait des porteurs. Alors, il est suivi également de son secrétaire et assistant qui s'appelle Papazoghi et qui est d'origine roumaine. Il arrive à Tana le 10 octobre 1886 et il nous apprend par un livre qui sera publié en 1896. Donc il nous apprend que le lendemain de son arrivée, il y a un incendie qui se déclare juste en contrebas du Rouvre et qui va aider à éteindre l'incendie. Et c'est à cette circonstance qu'il va devoir d'être présenté à la cour très rapidement, plus rapidement qu'il ne l'espérait. Alors, son livre est intéressant dans la mesure où il nous parle il nous raconte la vie quotidienne dans l'île, il décrit des paysages, il nous raconte la fête du Fandroun, il nous parle évidemment de la cour, mais le plus intéressant, je trouve, ce sont la description des deux personnages les plus importants du royaume, c'est-à-dire la reine et le Premier ministre. Alors voici ce qu'il dit de la reine. La reine est dépeinte comme belle, élégante, charmante. Toute sa personne respire la grâce et la distinction. Un peu plus loin. Ses beaux yeux veloutés ont une expression de douceur mystique et voluptueuse à la fois. Après, il parle du Premier ministre, qui est vieux certes, mais très soigné de sa personne, avec des vêtements immaculés, d'une coupe parfaite. Il se teint la moustache et les cheveux. Mais bien évidemment, le livre, c'est d'abord la relation de ces tours de magie. Alors, parmi ces tours de magie, il fait jaillir le feu de la terre avec une baguette magique. Qu'est-ce qu'il fait encore? Je ne me souviens plus de tout ce dont il est capable. Ah oui, il cache une carte à jouer, enfin il fait disparaître une carte à jouer et on la retrouve dans un piano qui est fermé à clé depuis des années. Ensuite, il fait disparaître des animaux
carrément. Il fait disparaître le mouchoir de la reine qu'on va retrouver dans un œuf. Il refait le tour de la barbe qui repousse instantanément 3 fois. Cette fois, il le fait sur lui et c'est un barbier qui s'occupe de le raser. Mais un bon nombre de ces tours n'ont qu'un seul but, c'est de ridiculiser les Anglais. Alors, premier tour qui ridiculise les Anglais, il leur fait, il montre une malle, il demande aux Anglais de vérifier que la malle est bien vide, il leur demande de cadenasser la malle, d'y poser les scellés, et puis il va un petit peu plus loin, il se fait enfermer dans un sac. Quelques minutes après, le sac est vide, évidemment, on le retrouve dans la malle, et en plus, il a changé de vêtements. Donc les Anglais sont scotchés. Et bon, ça c'est encore pas, j'allais dire, c'est pas trop dans le but de les ridiculiser, mais bon, ça les énerve quand même, les Anglais. Deuxième tour, il se fait tirer dessus par des armes anglaises, avec des cartouches anglaises. Évidemment, il n'est pas blessé, mais on va retrouver les cartouches dans ses mains et entre ses dents. Alors là, les Anglais, bon, ils apprécient très moyennement, puisque c'est leurs armes. Et enfin, Cazeneuve, tour le plus amusant, c'est qu'il est dans la salle du palais, il fait accrocher un cornet à piston à un lustre qui se trouve là, et il demande au cornet à piston de jouer la Marseillaise. Évidemment, le cornet à piston s'exécute, joue la Marseillaise, et là, très aimablement, il se tourne vers les Anglais en disant, alors oui, parmi les Anglais, il y a le consul de Pickersgill, et il leur dit, est-ce que vous voulez que le cornet à piston joue un air que vous avez choisi? Et le consul dit, bah oui, évidemment, le God Save the Queen. Et là, le cornet à piston se met à jouer, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Ils sont vraiment énervés. Alors Cazeneuve dit, non, il n'a pas bien compris le cornet à piston, redemandez. Il redemande, et là, le cornet à piston se met à jouer Malbrousse s'en va en guerre. Bon. Ah, il fait descendre le cornet à piston, il le remet aux Anglais en disant, écoutez, regardez, parce qu'il y a quelque chose d'anormal. Et là, le cornet à piston, du cornet à piston s'échappe tout un nuage de farine qui va recouvrir les Anglais présents. Et donc, ils sont absolument furieux. Voilà. Alors, nous n'avons aucune raison de mettre en doute le talent de prestidigitateur de Marius Cazeneuve. Mais, regardez. Voilà. Son livre, c'est Magie et diplomatie par Marius Cazeneuve, médecin et conseiller intime de la reine de Madagascar. Médecin. Alors, est-il vraiment médecin? Est-il conseiller intime? On va essayer de regarder ça de plus près. Alors, il affirme que c'est la reine elle-même qui lui a demandé de le soigner. Je le cite. « Quoique n'ayant pas le titre de docteur, j'acceptais de donner des soins à la reine, car je m'en sentais capable, et que je l'étais en effet. » Un peu plus loin. « Pour elle, j'étais un docteur hors ligne, et je me gardais bien de détruire cette opinion qui devait aider à établir l'influence que je voulais prendre sur son esprit. » Alors, c'est pas la modestie qui étouffe Cazeneuve une fois de plus, hein, mais voici à ce propos ce qu'écrit le résident français, Lemire de Villers, dans une lettre qui est datée du 9 novembre. « Nous avons un prestidigitateur français, M. Cazeneuve. C'est un homme intelligent, instruit, très habile dans son art. » Et un peu plus loin, il rajoute « M. Cazeneuve, heureusement quelque peu officier de santé, est devenu le médecin de la reine qui suit aveuglément ses prescriptions. Il l'a visitée, contre-visitée. La pauvre femme meurt d'ennui dans le palais dont
lorsqu'elle ne sort guère, ne prend pas d'exercice, sa santé est détraquée. Alors il paraît donc qu'on puisse accorder le titre de médecin à Marius Cazeneuve, mais on comprend aussi que les maladies dont souffre la reine, c'est l'inactivité et l'ennui essentiellement. Alors, que penser du titre de conseiller intime maintenant? Alors, dès son arrivée à Tamanarive, Cazeneuve, il n'hésite pas à se targuer d'être un fin diplomate. Dès qu'il a rendez-vous avec Lemire de Villers, je ne sais pas, peut-être deux jours après son arrivée, Lemire le reçoit. Vous vous souvenez du traité dont je vous ai parlé précédemment? Donc ce traité, il a bien été signé en 1885, mais les modalités d'exécution de ce traité ne sont toujours pas au point, et il y a un duel diplomatique qui se passe entre le Premier ministre et le résident français. Et il paraîtrait, j'emploie le conditionnel, il paraîtrait donc que Lemire aurait dit à Cazeneuve: écoutez, moi j'en ai marre. J'en ai marre des histoires avec le Premier ministre, je m'en vais, mais je m'en vais sur le champ, là, tout de suite. Et alors là, Cazeneuve aurait dit: ah mais non, attendez demain, j'ai rendez-vous avec le Premier ministre demain, et je vais arranger tout ça, ne partez pas. Le lendemain, il a effectivement rendez-vous avec Reine Mayarivoun, et il obtient du Premier ministre que le Premier ministre se rende à une réception qui est organisée et dans laquelle se trouvera Lemire, et les discussions vont pouvoir reprendre. Enfin, heureusement qu'il est là. Sauf que, quand même, ce qu'on sait, c'est que ça fait des mois et des mois que les discussions concernant l'application du fameux traité se sont éternisées. Il y a eu des fâcheries, il y a eu des mensonges, il y a eu des ruses de part et d'autre, et des réconciliations. Donc, bon, on peut douter de ce que nous raconte Cazeneuve. Alors, il va encore plus loin, Cazeneuve, en disant il est devenu le conseiller, effectivement, de la reine. Il laisse entendre que son intimité avec elle s'est resserrée de telle manière qu'il se permet de l'influencer, de la conseiller, de la moriginer, de la faire pleurer même. On verra ça tout à l'heure. Donc, si il insiste sur la proximité de leur relation pour faire croire qu'il a cette influence sur elle. Et alors il s'y prend quand même de manière assez habile, parce que le lecteur est attendri. Le magicien est assez bel homme, il est mince, il a des traits réguliers, il a une jolie moustache qui est à la mode à l'époque, et on se prend à espérer, en lisant son récit, qu'il console en effet la jeune et jolie reine mariée à un vieux mari autoritaire que certains parmi le peuple et sous cap disent. Je disais que certains parmi le peuple l'appellent le vieux roseau desséché. Donc voilà. Alors, sauf que ceux qui se sont... Ça marche? Oui, c'est un autre modèle. D'accord. Bon. C'est de la magie. Très bien. Sauf que ceux qui se sont intéressés de près aux relations entre Ranaval III et Cazeneuve sont unanimes. Bon, qu'il s'agisse de contemporains de Ranaval III, comme par exemple Savaron, ou bien d'universitaires d'aujourd'hui comme Yvan Paillard, bon, ils sont unanimes. La reine était bien gardée et on pouvait difficilement l'approcher seule. Et Paillard
Bayard n'hésite pas à dire que le récit de Cazeneuve est un tissu de fantaisie. Et notamment bon, les rendez-vous secrets accordés par la reine, les discussions qu'il y aurait entre eux. Et effectivement, il y a un problème, c'est que Ranaval, elle ne parle quasiment pas français, elle comprend quelques mots. Quant à Cazeneuve, il ne parle pas du tout malgache. Donc, déjà, tout ce qu'il nous raconte paraît bien curieux. Et alors, on pourrait penser que la reine s'est mise à parler français parce que Cazeneuve est resté assez longtemps. Mais pas du tout. Cazeneuve, dans son livre, il ne nous dit pas quand il est parti. On a l'impression qu'il est resté longtemps. Mais en fait, il part en décembre 1886, c'est-à-dire qu'il est resté 2 mois et demi. Laps de temps totalement insuffisant pour évidemment apprendre une langue. Et il a été, cela dit, obligé de partir parce qu'il a suscité des jalousies et qu'on lui a fait comprendre que, voilà, pour sa propre sécurité, il valait peut-être mieux s'en aller. Alors, j'ai relevé plusieurs scènes ou plusieurs détails qui sont racontés par Cazeneuve et qui me paraissent invraisemblables. Par exemple, alors, la reine, elle chic et elle crache dans un récipient que tient un officier qui est en permanence à côté d'elle. Et je laisse la parole à Cazeneuve. Je dois ajouter que depuis que je lui ai exprimé à la reine combien en qualité d'Européen et surtout de Français je trouvais cette habitude choquante, je ne la vis plus chiquer. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne chiqua plus. Alors, moi, il me paraît incroyable quand même que Cazeneuve se soit permis de dire à la reine « Oh ben non, c'est pas bien de chiquer, ça me plaît pas. » Bon, et encore plus incroyable que la reine ne l'ait plus fait en sa présence. Bon. Autre chose que j'ai pu noter, Madagascar doit à la France des dommages de guerre. Et le Premier ministre s'est adressé à une banque anglaise, la banque Kingdon, pour qu'elle lui prête cet argent. La reine, bien entendu, aurait, une fois de plus, il vaut mieux employer le conditionnel, la reine aurait signé donc cet accord avec la banque Kingdon. Et là, Cazeneuve, donc ils sont en tête à tête, ils sont tout seuls tous les deux, et voilà que Cazeneuve dit à la reine, il la tutoie en tout cas dans le livre, tu es une traîtresse, comment as-tu pu signer un accord avec des Anglais, tu te mets en situation de dépendance par rapport à eux, non, ça ne va pas du tout. La reine se met à pleurer, elle déchire le papier signé, l'accord signé avec la banque anglaise, et elle promet à Cazeneuve qu'elle userait de son influence sur son mari, Reine Layarivoun, pour qu'il signe un accord avec une banque française, parce qu'évidemment il vaut beaucoup mieux être dépendant d'une banque française. Et effectivement, il y aura un accord entre une banque française, ce sera le comptoir d'escompte, et Madagascar. Sauf que, on s'imagine bien que le Mire de Villers n'avait pas besoin de Cazeneuve pour obtenir ceci. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Et que dire de la scène du Fatidja, qui est le serment du sang? C'est une coutume propre à Madagascar. C'est une alliance entre deux individus qui jurent de se soutenir dans toutes les circonstances de la vie,
quoi qu'il arrive. Et les liens entre ces individus, ces deux individus, doivent être des liens de pure amitié. Il ne peut y avoir de serment du sang entre des amants. Donc, Cazeneuve nous raconte que la reine part le matin de très bonne heure, toute seule, avec une servante, dans une maison loin à la campagne. Et là, il y a une cérémonie, parce qu'évidemment, le serment du sang demande toute une cérémonie. Il y a un sorcier avec des incantations. On pique les deux personnes, on recueille leur sang, on le mêle, ils doivent le boire après. Voilà, c'est une cérémonie longue. Et Cazeneuve dit qu'il a gardé l'épine. Voilà, alors ça c'est voilà, la reine, un portrait de la reine. Et voici l'épine du baptême de sang, enfin que soi-disant Cazeneuve aurait gardé et qui aujourd'hui est dans une collection privée. Alors, il est difficile de croire déjà que la reine ait pu s'échapper, accompagnée simplement d'une servante, que Cazeneuve ait pu la rejoindre dans la campagne. Mais bon, c'est une si jolie scène que Pierre Benoît, le romancier Pierre Benoît, va la reprendre dans un roman qu'il a intitulé Le Commandeur. Sauf que Pierre Benoît nous dit que c'est un roman. D'ailleurs, il va faire de la reine et de Cazeneuve des amants dans son roman. Tandis que Cazeneuve, lui, il nous présente son récit comme vérité. Et son récit, d'ailleurs, se termine par ce n'est pas une fiction, c'est la vérité et c'est de l'histoire. Alors, Cazeneuve part et les années passent. Et en 1891, il y a un regain d'intérêt pour Madagascar. Pourquoi? Parce que les Français ont réussi à coloniser le Tonkin. Donc du coup, ils se mettent à nouveau à regarder, à lorgner du côté de Madagascar. Et Cazeneuve va profiter de ce regain d'intérêt pour donner 2 interviews à un journal. Alors, première interview, il dit... non, il insiste simplement sur son intimité avec la reine et sur l'ascendant qu'il a pris sur elle. Et dans le même journal, Lemire répond en disant que oui, bon, c'est un brave homme qui a rendu des services. Mais dans une deuxième interview, quelques temps après, à peine peut-être 1 mois ou 2 après, Cazeneuve dit je tenais à Madagascar tous les fils de la diplomatie. Alors là, Lemire, il s'énerve et il se moque de lui en disant, il écrit dans le journal, « Ce bon monsieur Cazeneuve, c'est l'un de ces méridionaux qui finissent par croire aux fables qu'il raconte. » Alors, les années passent encore, et en 1896, la France a conquis Madagascar, et Cazeneuve va proposer son récit à des éditeurs, et évidemment, il y a un éditeur qui va tout de suite le prendre. Et le récit plaît par son romantisme, par son exotisme. Il y a une jeune et jolie reine qui est mariée à un vieux ministre autoritaire. Il y a un magicien séduisant, il y a des intrigues de cour, et on ne cherche pas trop à vérifier la part d'exagération de l'auteur. Mais ce qui est certain, c'est que Ranaval III, elle va garder un bon souvenir de Marius Cazeneuve, parce que en 1901, c'est-à-dire 15 ans après le séjour de Cazeneuve à Tananarive, en 1901, elle va se rendre en France, parce qu'elle a été exilée, en 1897 en Algérie par les Français, et de temps à autre, on lui permet un séjour en France.
Et là, elle se trouve elle va de Bordeaux à Marseille. Marius Cazeneuve la rejoint à Agen, il monte dans le train avec elle et il voyage avec elle jusqu'à Toulouse où ils déjeunent ensemble au buffet de la gare. Alors, ce qui est certain, c'est qu'ils ont pu échanger des souvenirs, parce que la reine, en 1901, elle parle bien français. Là, ils ont pu réellement échanger des souvenirs. Mais l'histoire ne dit pas si la reine a lu le récit de Cazeneuve ou même si elle en a entendu parler. Alors, Marius va... voici l'article du Télégramme qui raconte leur entrevue de 1901. Voici. Ensuite, voici Cazeneuve. Il va mourir en 1913. Et la reine, elle s'éteint en 1917. Voilà. Et la vie aventureuse de Marius Cazeneuve, et surtout son séjour très court à Madagascar, va faire rêver, va alimenter divers fantasmes. Et donc, je voulais citer quelques ouvrages qui ont été écrits sur lui. Bon, Le Commandeur, dont j'ai déjà parlé. Ensuite, vous avez Le Commandeur Marius Cazeneuve, qui a été écrit cette fois par un historien qui est Pierre Saliès. J'ai quelques ouvrages ici. Magie blanche et magie noire en ville rose. Vous avez une trentaine de pages là-dedans qui sont consacrées à Marius Cazeneuve. Hubert de Lobette, aventurier extraordinaire du Sud. Il y a également une trentaine de pages consacrées à Cazeneuve. J'ai écrit un article dans le Indigo numéro 2 sur Cazeneuve, et là j'ai relevé un petit peu tous les articles que j'ai pu trouver. Voilà, donc moi je pense que Cazeneuve va continuer à alimenter pendant un bon moment encore les fantasmes. Voilà, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci.